C'est ça qui est intéressant dans l'élevage d'escargots, c'est qu'il y a à la fois la partie animale et la partie végétale. Et les deux sont absolument indissociables. Donc, si tu considères que pour avoir des escargots, il faut être sur des terres calcaires, de la même manière, si tu sèmes dans tes parcs les plantes appétantes pour un escargot, elles ne vont pousser que sur un certain type de sol. Donc, tout est lié en fait. Si tu veux que à la fois il ait ce qu'il faut dans la terre, que la nourriture que tu sèmes puisse pousser correctement dans les parcs pour que ton escargot soit un bel escargot à la fin, si en plus tu rajoutes la petite cerise sur le gâteau de lui donner une certaine saveur et un certain goût en utilisant notamment des plantes aromatiques ou des plantes potagères, comme par exemple le fenouil, effectivement, on a un élevage qui est assez technique et qui est assez précis et qui peut effectivement donner tout à fait lieu à une comparaison avec la viticulture. Ouais, on est tout à fait dans cet esprit-là. Nous retrouvons Déborah Hamon, l'amie hélicicultrice. Ce joli nom désigne les éleveurs d'escargots. Déborah élève 100 000 escargots bio, des gros gris, près de la Baule, à 2 pas du marais de Brière, un gros repère de biodiversité et 2e marais de France après le marais Poitevin. Les Français sont de gros consommateurs d'escargots, surtout vers Noël, mais vous verrez que la consommation se démocratise et se fait de plus en plus en dehors des périodes de fête. Les escargots sont des gastéropodes, littéralement ceux qui avancent sur leur estomac. Ils appartiennent à l'embranchement des mollusques, qui regroupe aussi la classe des céphalopodes, ceux qui avancent sur leur tête cette fois, comme les poulpes, sèches, nautiles et autres calmars, sur lesquels nous ferons très bientôt un épisode de Baleines au gravillon. L'embranchement des mollusques contient aussi les bivalves, comme les huîtres, voisines des escargots sur nos tables de Noël. Les escargots comptent pour 40% de tous les mollusques. Ils vivent partout, sur tous les continents, et même dans l'eau. Ce sont les fameuses limnées, bien connues des aquariophiles. La plupart des escargots sont des mangeurs de plantes ou de détritus organiques divers. Ils sont donc très importants. 1/5 des espèces d'escargots terrestres sont menacées d'extinction à cause de la pollution et des autres activités humaines. Toutes celles et ceux qui utilisent du Roundup dans leur jardin les exterminent. Fait scientifique étonnamment connu même des tout petits, les escargots sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'un individu est à la fois mâle et femelle. Déborah nous racontera leurs longues étreintes amoureuses. En revanche, ils ne peuvent pas s'auto-féconder. Ils doivent se féconder mutuellement. Les escargots suite et fin, c'est parti. Rebonjour Déborah. Bonjour Marc. Je suis ravi de te retrouver dans ton bled dont j'ai oublié le nom, Saint-André-les-Eaux, c'est ça ? Bravo, derrière la boule. Voilà, où tu élèves 100 000 escargots, on l'a vu la dernière fois, tu es hélicicultrice, tu es l'ancienne DIRCOM interne de Thalès, tu es quelqu'un qui a changé de vie. On a commencé à parler des escargots la dernière fois, voilà, de cet animal, de toutes ses caractéristiques, on a appris beaucoup de choses. Tu nous as parlé notamment de ces attaques que tu redoutais de sangliers, de la cosmétique qui utilisait la baffe de l'escargot, on a appris 1000 choses. On va continuer aujourd'hui, on va mettre plus l'accent sur ce que tu fais, sur les escargots que tu élèves, sur tout ce qu'on peut faire, sur cette industrie, on va dire, je sais pas si c'est le bon mot. Il me semble que tu voulais commencer par dire quelque chose dont on n'avait pas parlé la dernière fois, c'était le fait que les escargots, ils sont plutôt nocturnes, c'est ça ? Alors, l'escargot, effectivement, est un animal nocturne. C'est intéressant de le savoir dans la mesure où, dans la journée, quand les gens veulent venir voir des escargots, il se passe pas grand-chose, en fait. Une petite particularité dans l'élevage, c'est que, vivant la nuit, moi, je vais plutôt les voir en fin de journée. Et quand le soleil commence à décliner et à se cacher, les escargots commencent à se réveiller. Donc, c'est le moment où je vais les arroser. Donc, j'arrose mes escargots. C'est rigolo, ça, non ? J'arrose les escargots pour les réveiller, pour les recharger en humidité et puis les aider aussi à se déplacer plus facilement. Et c'est à ce moment-là également que je vais leur donner à manger. Parce qu'on n'a pas parlé non plus de ce que les escargots mangent. Je sème des parcs chaque année avec une vingtaine d'espèces végétales qui sont pétantes pour l'escargot, essentiellement des crucifères et puis des légumineuses. Donne-moi des exemples des deux, des crucifères et des légumineuses. Alors, très souvent, vous verrez dans des parcs à escargots de la moutarde, du colza, des orties. Et puis ensuite, moi, j'ajoute du plantain, du trèfle, de la cameline. Je mets quelques aromatiques aussi, ce qui permet de donner un goût, en fait, à l'escargot, que ce soit, par exemple, de la coriandre, du thym.
dont ils sont très friands et qui fait que à la fin de la saison, quand vous ramassez vos escargots, ils ont une saveur particulière. Donc, ils mangent, pour 80% à peu près, le couvert végétal qui est semé dans les parcs chaque année. Et puis, pour 20%, on complète avec une farine qui comporte pour moitié du calcium pour renforcer la coquille, et puis des céréales pour l'autre moitié, essentiellement du son, de l'avoine et du maïs. Alors, chère Déborah, tu es partie comme une Formule 1 dans l'alimentation des escargots. On allait y venir, mais tu fais bien, voilà, de me couper l'herbe sous le pied. Hein, j'adore ça. Je me vengerai. Je voudrais que tu commences par nous parler des espèces qu'on peut élever, pas seulement des tiens, hein, des gros gris. Je voudrais que tu me parles d'Helix. Parle-moi des 3 espèces d'Helix qui sont élevées en France. Et donne-moi toutes leurs caractéristiques, sinon je les donnerai moi-même. Alors, j'ai certainement moins de connaissances que toi d'un point de vue théorique, mais globalement, il faut retenir effectivement qu'il y a l'Helix pomatia, donc le fameux escargot de Bourgogne, qui ne s'élève pas, contrairement à ce qu'on pense. En fait, c'est un escargot qui se ramasse dans la nature et qu'on fait grossir uniquement. Il a une très grosse difficulté à se reproduire en élevage. C'est à peu près tous les 2-3 ans de manière assez aléatoire, ce qui fait que économiquement, c'est impossible pour un éleveur de vivre de cet élevage. C'est dommage parce que c'est le plus prisé. C'est le plus prisé. Ça l'a été finalement parce qu'aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup moins en France avec les traitements phyto. C'est un animal qu'on trouvait essentiellement dans les vignes, donc aujourd'hui, on le trouve plus beaucoup. Pardonne-moi, Déborah, c'est un point qui est très important pour moi. Je voudrais que tu le dises pour que même un enfant de 5 ans nous comprenne. Traitement phyto, ça veut dire quoi ? C'est les pesticides, les herbicides qui sont épandus dans les cultures et qui font que les escargots en meurent. Donc, ça touche malheureusement d'ailleurs pas que les escargots. Ces traitements phytosanitaires, ces traitements chimiques sont extrêmement nocifs pour une grande partie de notre biodiversité, dont l'escargot. Alors, il faut savoir que cet escargot de Bourgogne, on dit qu'il est de Bourgogne, mais il en a que le nom finalement, puisque la souche vient des pays comme la Pologne, par exemple. Et puis après, vous avez les Helix petits gris, gros gris, Helix aspersa. Les souches viennent essentiellement du Maghreb, où il y a une très forte tradition hélicicole aussi, notamment par exemple dans des pays comme le Maroc. Et là, effectivement, schématiquement, on va avoir le petit gris plutôt dans le sud, qui va être cuisiné avec la coquille directement. Et puis l'escargot Helix aspersa maxima, le gros gris que vous aurez plutôt dans le nord de la France, qui lui est cuisiné avec le beurre, alors beurre aillé, beurre persillé, beurre à la bourguignonne, chacun a son appellation. C'est les 3 espèces que vous trouverez en France. Ok, 20 sur 20. J'ai l'air de te faire passer un test alors que c'est toi l'experte et moi le mec qui n'y connaît rien. Moi en effet, j'ai juste préparé l'émission, donc que ce soit clair. Donc tu l'as bien dit, il y a le petit gris, Helix aspersa aspersa. Il y a le gros gris, c'est ceux que tu élèves, Helix aspersa maxima. Et puis l'escargot de Bourgogne, tu as très bien dit que voilà, on avait beaucoup du mal à l'élever parce qu'il se reproduit que tous les 2 ans. Enfin, pardon, il se reproduit pas tous les 2 ans, mais il atteint la maturité sexuelle au bout de 2 ans. Ça ne marche pas, ça ne convient pas pour un éleveur, pour un héliciculteur. Et lui, il s'appelle, tu l'as dit, Helix. Je sais pas si on dit pomatia ou pomacia. J'ai entendu les deux. Donc moi je dis pomatia, mais... D'accord, ok, on va pas en faire un sujet de débat, je l'ignore. Juste une idée des poids, un petit gris en moyenne il fait 15 grammes, un Bourgogne c'est le plus gros, il fait en moyenne 40 grammes, un petit gris, la coquille elle fait à peu près 32 mm, et le Bourgogne il fait plutôt dans les 45 mm. Je voulais juste ajouter un mot sur les escargots que tout le monde voit parmi les gens qui ont la chance d'avoir un jardin ou qui se baladent un peu. On voit souvent des escargots jaunes qui s'appellent très logiquement les escargots de jardin. Alors ceux-là, ils s'élèvent pas, ils sont tout petits, ils sont très beaux, ils ont des stries noires, et chaque escargot est unique, avec un dessin unique. Il me semble qu'il y a un très beau numéro de La Hulotte, qui est ma revue de chevet. Que j'adore aussi. Ah, ça me fait plaisir. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est un magnifique magazine, je les salue au passage. Alors oui, je disais que dans les jardins, il y avait un escargot qui s'appelle tout simplement l'escargot des jardins, qui est jaune avec des stries noires, et puis dans les bois, il y a la même version, mais en marron, et qui s'appelle assez logiquement l'escargot des bois. Mais on peut retrouver les deux dans les jardins, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. On va enchaîner sur comment on peut cuisiner les escargots. Tu as mentionné tout à l'heure la fameuse manière à la bourguignonne, mais est-ce que tu connais d'autres manières, y compris dans le monde, de cuisiner les escargots ? Puisque toi, tu travailles, je le rappelle, pour des cuisiniers. Tu travailles pour qui d'ailleurs ? Réponds-moi à ça d'abord, et ensuite, comment on les cuisine, les escargots ? Alors, quand j'ai créé ma ferme, j'avais plusieurs volontés. La première, c'était de travailler en respectant les principes de la permaculture. La deuxième, c'était de promouvoir des produits locaux et puis un terroir. Donc, je tiens beaucoup à parler du marais de Brière sur lequel je suis installée.
qui est un écosystème absolument extraordinaire avec une des zones humides les plus importantes de France, puisque c'est le deuxième marais de France. Pardonne-moi de t'interrompre, Déborah. C'est le deuxième marais de France en termes de biodiversité ou de superficie? De superficie. On ne le sait pas du tout, la Brière est très peu connue et pourtant c'est un écosystème extraordinaire. Le premier, c'est lequel? C'est la Camargue? Alors c'est le marais Poitevin. Roger that, tu peux enchaîner. Donc il y avait effectivement la volonté de travailler sur un projet basé sur les principes de permaculture. Le deuxième axe, c'était travailler sur la valorisation d'un terroir et puis de mettre en avant des produits locaux. Le troisième point sur lequel j'ai voulu absolument travailler, c'était les circuits courts. Donc j'ai une volonté aujourd'hui de travailler avec une clientèle essentiellement locale. J'ai pas forcément envie de faire de l'import-export. Alors j'ai pas de jugement par rapport à ça, mais ma volonté, c'est de travailler avec des gens que je connais autour de moi. Alors effectivement, il y a des restaurateurs. Donc il y a des restaurateurs qui sont des magiciens, qui font des choses absolument extraordinaires. Avec mes escargots qui arrivent à travailler des associations de goût, c'est de la poésie et puis c'est de l'art, c'est merveilleux. Sois concrète, dis-moi c'est quoi exactement? Tu vois, chez un Éric Guérin, j'ai des bonbons aux escargots. Alors, c'est des petits bonbons, en fait, des escargots qui sont empaquetés dans des feuilles d'épinards et d'oseille avec toute une préparation à l'intérieur avec une explosion de saveurs. J'ai un restaurateur dernièrement qui m'a fait goûter un feuilleté d'escargot avec une émulsion d'ail doux et un lit de petits champignons des bois qui sont revenus à la poêle juste en dessous des escargots, qui est un véritable délice. Et voilà, j'ai tout un tas de plats qui sont créés avec des produits toujours locaux d'ailleurs, qui font découvrir l'escargot de manière complètement différente. On n'est plus du tout sur le beurre persillé, on est vraiment sur la cuisine d'une viande qui est très particulière et qu'on peut parfaitement valoriser avec des produits qui sont assez inattendus. Quand je viendrai vous voir, tu m'emmèneras à goûter ça ou pas? Avec plaisir. C'était pas une question. Alors donc, pour te dire, cette volonté de circuit court fait qu'aujourd'hui, je travaille vraiment avec à peu près 70 à 80% de ma clientèle, c'est monsieur et madame tout le monde, des gens que je croise même dans la rue tous les jours, qui sont des gens qui aiment les escargots, la tradition culinaire en France. Après, j'ai effectivement quelques clients qui sont des restaurateurs, mais l'idée, c'est de rester toujours en circuit court. Combien tu les vends tes escargots? Donc j'imagine tu les vends en gros, ça se vend combien le kilo d'escargots? Alors moi, je vends pas les escargots en gros. Je vais vendre éventuellement aux restaurateurs des poches de chair dites blanchies ou courbouillonnées. Alors ça dépend des stades de cuisson, parce qu'il y a plusieurs cuissons pour préparer de l'escargot. Mais sinon, je vais essentiellement le vendre en produits cuisinés. Donc vous avez les coquilles, le plus traditionnel, c'est la douzaine de coquilles avec le beurre persillé. Et puis, je me suis essayée à quelques recettes différentes cette année qui fonctionnent bien. Alors, il y a des cakes aux escargots, il y a des quiches au beurre persillé. J'ai ramassé sur mes terres des cèpes qui sont bio. Et du coup, j'ai fait des cassolettes d'escargots avec des cèpes bio revenus à la crème et au vin blanc. C'est pas mal. Ah, je suis sur le point de défaillir. Il se trouve que j'adore les escargots. Ouais, c'est bien, c'est ça. Mais je n'en mange qu'à Noël avec ma famille que je salue au passage. À Noël, il y a toujours des escargots chez nous. Ouais, c'est bien. Et c'est vraiment un souvenir très fort. Et je pense qu'il y a plein de gens. C'est le cas chez plein de gens, n'est-ce pas? Alors effectivement, il y a une tradition de consommation d'escargots plutôt au moment des fêtes de Noël et de Nouvel An. Mais finalement, en fait, on crée le besoin quand on existe. Les gens savent que Déborah est à côté et qu'elle peut nous apporter des escargots. Et quand vous avez un héliciculteur à proximité, finalement, la consommation se veut plus régulière. Moi, aujourd'hui, je vends quasiment toute l'année maintenant. Les gens m'appellent et puis me disent « Oh tiens, on a une envie d'escargot, Déborah, est-ce qu'on peut venir en chercher ?» Voilà. On en a parlé pendant le premier épisode. On a parlé de ce versant cosmétique, c'est-à-dire qu'il y a des éleveurs, parmi les plus de 400 fermes hélicicoles qu'il y a en France, qui recueillent le mucus, la bave de l'escargot, qui a des propriétés intéressantes pour l'industrie cosmétique. Ce mucus contient de l'acide hyaluronique, c'est bien ça, qui a un rôle antioxydant. Alors là, tu en parleras sans doute mieux que moi. Donc parle-moi des bienfaits de la bave d'escargot et comment on l'applique. Ça paraît bizarre. Alors effectivement, on parle allantoïne, collagène, élastine, acide hyaluronique. C'est un des produits en fait dans la nature qui est le plus chargé en substances qu'on vient de citer. Et ces substances, effectivement, permettent une protection et puis un rajeunissement, on va dire, de l'épiderme.
En fait, c'est le botox naturel, si on veut le faire simple. Est-ce que tu utilises toi-même la bave de tes propres escargots? Non, j'utilise aucun cosmétique. Je déteste ça. Bon. Non, en fait, mon arrière-grand-mère se mettait les escargots directement sur le visage. Ça, c'est Intéressant. quelque chose qu'on voit beaucoup au Japon actuellement. Il y a des vidéos qui circulent sur Internet, vous pouvez regarder sur YouTube, des instituts de beauté qui vous permettent de vous coller l'escargot sur le visage. Je suis pas bien sûre qu'il y ait besoin d'aller dans un institut pour ça, mais moi, mon arrière-grand-mère faisait ça quand j'étais gamine. Donc, ça se fait. Effectivement, le mucus qui se dépose sur la peau a un effet protecteur et nourrissant. C'est assez compliqué à nettoyer, hein, parce que voilà. Mais moi, je le vois quand je cuisine mes escargots. Si je cuisine à pleine main, j'ai les mains qui sont toutes douces. J'enchaîne sur le fait que l'escargot, tout comme le ver de terre, et là je salue Christophe Gatineau que j'ai interviewé dans Baleine sous gravillon, qui passera bientôt, je pense, qui a écrit le fameux Éloge du ver de terre. Donc tout comme le ver de terre, les escargots sont d'excellents indicateurs de la pollution des sols. Tu peux y revenir un petit peu? Alors ça, c'est un point important parce qu'effectivement, on parle souvent de l'escargot comme piège à métaux lourds et comme animal révélateur de la santé ou non d'un sol. En fait, il s'avère que l'escargot consomme la terre pour y récupérer les nutriments dont il a besoin, notamment le calcium pour sa coquille, justement. On n'a pas dit que la plupart des escargots sont phytophages, ils mangent des plantes, mais il y a des espèces qui sont omnivores, elles mangent de tout. Il y en a beaucoup qui sont détritivores, elles mangent des détritus, des débris animaux ou végétaux, et il y en a qui sont saprophages, qui mangent des champignons. Tu l'avais signalé au premier épisode, c'est bien ça. Et ils sont même nécrophages. Donc un escargot mort dans un parc peut être consommé par ses petits camarades. Nécrophage et cannibale donc. Voilà. Et ce qui fait que d'un point de vue sanitaire, en termes d'élevage, il faut effectivement systématiquement ramasser vos escargots morts, de manière à ce que si un escargot est mort d'un problème sanitaire, tous les petits copains derrière ne chopent pas la même bactérie. Alors, on dit effectivement que l'escargot est à la fois un révélateur de la santé d'un sol et un piège à métaux lourds. Quand on installe un élevage d'escargots quelque part, un héliciculteur professionnel, quelqu'un de sérieux, va faire des prélèvements de son sol et des analyses de sol. À partir du moment où l'escargot est un animal qui consomme la terre sur laquelle il est élevé, il me semble vraiment important de pouvoir dire qu'on est sur des terres qui sont de bonne qualité. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'on entend souvent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je ne consommerai pas forcément des escargots sans savoir d'où ils viennent. Voilà. Il y a certains endroits où ils sont élevés, je ne suis pas sûre que je serais très fan de les consommer. Sois plus précise. Il y a des endroits, je ne sais pas, moi, je vais forcer le trait, mais les escargots qui sont élevés à côté de Tchernobyl, je ne suis pas sûre que je consommerais les escargots qui peuvent vivre à proximité de terres qui sont, par exemple, irradiées. Parce que, en effet, l'escargot, il est pas capable de rendre les métaux lourds qu'il absorbe, hein. Et ils vont même s'incruster dans la coquille. Voilà, il devient un piège à métaux lourds, et une fois qu'ils sont rentrés, ils en ressortent pas, les métaux lourds. Exactement. Quelque chose à ajouter sur la qualité des sols, indicateur de la bonne santé des sols? En fait, un escargot ne sera pas très fan des terres acides, donc il a besoin de calcium, ce qui fait que ça aussi, ça a un impact sur la création d'un élevage. Si vous êtes sur des sols acides, des sols granitiques, schisteux, pas forcément le meilleur endroit qui vous permettra de développer un élevage d'escargots. De la même manière, du coup, c'est un indicateur. Donc, si vous avez beaucoup d'escargots, vous savez que vous êtes plutôt sur des sols calcaires, alors que si vous en avez très peu, vous êtes plutôt sur des sols acides. C'est fou parce que entre tes histoires de les nourrir avec du thym pour parfumer leur chair très délicatement et tes histoires d'analyse de sol, tu me fais penser à une viticultrice. Ouais, c'est vrai. Je lance un appel d'ailleurs dans Baleine sous gravillon, j'aimerais bien interviewer une viticultrice en biodynamie, en vin naturel en fait, voilà. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a un tel soin effectivement du sol sur lequel ces escargots évoluent, des aliments que tu leur donnes, et dans le premier épisode tu nous as dit que tu leur donnais du thym. J'ai trouvé ça magnifique. En effet, je pensais pas. C'est ça qui est intéressant dans l'élevage d'escargots, c'est qu'il y a à la fois la partie animale et la partie végétale, et les deux sont absolument indissociables. Donc, si tu considères que pour avoir des escargots, il faut être sur des terres calcaires, de la même manière, si tu sèmes dans tes parcs les plantes appétantes pour un escargot, elles ne vont pousser que sur un certain type de sol. Donc, tout est lié en fait. Si tu veux que à la fois il ait ce qu'il faut dans la terre, que la nourriture que tu sèmes puisse pousser correctement dans les parcs,
pour que ton escargot soit un bel escargot à la fin. Si en plus tu rajoutes la petite cerise sur le gâteau, de lui donner une certaine saveur et un certain goût en utilisant notamment les plantes aromatiques ou des plantes potagères, comme par exemple le fenouil, effectivement, on a un élevage qui est assez technique et qui est assez précis et qui peut effectivement donner tout à fait lieu à une comparaison avec la viticulture. Ouais, on est tout à fait dans cet esprit-là. Est-ce que tu les nourris à l'escargot, tes enfants? Alors, les escargots sont plus vécus par mes enfants comme... Une forme de torture alimentaire. Non, c'est comme une concurrence, c'est-à-dire que les escargots prennent beaucoup de temps à maman et pendant que maman s'occupe des escargots, elle ne s'occupe pas de nous. Donc, je suis face à mes enfants qui ont une réaction un petit peu... parfois de lassitude et d'agacement par rapport à ce nouveau métier. Déjà, c'est un changement de vie pour eux et j'ai peut-être un petit peu sous-estimé au départ ce changement pour eux. C'est quelque chose, avant, maman, elle travaillait dans un bureau, elle était habillée avec un tailleur et des talons et aujourd'hui, je me balade avec un vieux jean et mes bottes en plastique. Donc, c'est déjà un changement de vie. C'est quelque chose d'un petit peu curieux aussi. Et puis surtout, c'est une passion au quotidien. Donc en fait, je vis, je respire et je mange et je dors un peu escargot. On en entend parler en permanence. Ça laisse personne indifférent. Donc tout le monde me pose des questions par rapport à ça. Et finalement, l'escargot, ils en ont ras-le-bol. Mais bon, dans l'avenir, je pense qu'ils comprendront mieux pourquoi j'ai mené ce projet-là. Je l'espère et je le pense aussi. Tant qu'on est dans l'aspect un peu humain qui n'est pas inintéressant, je salue au passage ton mari, Hervé. Donc Hervé, ancien pilote de chasse. Comment lui, il le vit, le fait que tu sois amoureuse de tes escargots? Alors, mon mari est un peu plus âgé que moi. Il a une carrière professionnelle un petit peu originale aussi. Et quand il m'a rencontrée, moi j'avais travaillé avant dans l'humanitaire en Afrique noire. Ensuite, on s'est rencontrés parce que je travaillais chez Dassault Aviation lui aussi. Il a vécu dans beaucoup de pays à l'étranger. Enfin, on avait des parcours un petit peu originaux tous les deux. Pourquoi je raconte ça? C'est que quand les astres se sont alignés et qu'on a eu, on vient de l'aéronautique tous les deux, une fenêtre de tir pour pouvoir changer de vie, on s'est dit, bon, là, il y a un moment, tout est aligné, on peut y aller, il faut y aller. Et donc là, je lui ai dit, on change de vie, mais si on change de vie, moi, je veux aussi partir sur une nouvelle carrière professionnelle et je veux devenir agricultrice. Et là, c'est là qu'on voit qu'il y a quelques années de vie commune. Il s'est même pas étonné. Il s'est dit, alors, elle veut faire ça, donc elle va arriver à faire ça. Et donc, il s'est dit, bon, ok, très bien, puisque tu veux faire ça, on va y aller, mais comment tu veux faire? Donc, je suis retournée à l'école, j'ai suivi énormément de formations. En jeu de mots, j'en ai bien bavé, parce que moi, je sors de Sciences Po. Quand il a fallu que je fasse un BTS agronomie et que je travaille la chimie du sol, ça n'a pas été simple par moment, mais j'y suis arrivée et avec le soutien, effectivement, de mon mari qui s'est dit, bon, de toute façon, je ne lutterai pas, elle est partie sur cette idée-là. Et si elle est partie sur cette idée-là, de toute façon, elle le fera. Eh ben, tu vois, c'est un aspect humain qui est magnifique dans Baleine qui parle des animaux, mais nous sommes aussi des animaux. Et merci de nous avoir raconté ça. On va revenir, après cette parenthèse choupite sur ton mari et tes enfants, on va revenir à l'économie de nos amis les gros gris, les escargots, les hélix. J'ai noté que la France est une énorme consommatrice d'escargots. On ne consomme pas les escargots partout dans le monde et la France est un ogre par rapport à ça. J'ai lu qu'on consommait bon an mal an 16 000 tonnes d'escargots en France. Tu confirmes ce chiffre? Oui, tout à fait. Ce chiffre ne dira rien à personne. Je vais en donner d'autres pour qu'on voit à peu près. 16 000 tonnes d'escargots en France, ça fait 7 escargots par personne et par an. Et ça fait quand même, il faut pas l'oublier, 424 millions d'escargots mangés chaque année. C'est pas top pour... Oui, 450 millions, ouais, c'est les chiffres connus aujourd'hui. Le deuxième chiffre intéressant, c'est qu'on produit en France à peu près 15% de cette consommation. Donc, on a une très, très large importation de notre production. Rappelle d'où viennent les escargots. Si je calcule bien, 85% qu'on consomme en France ne viennent pas de France. D'où ils viennent? Majoritairement des pays de l'Est, pas mal du Maghreb aussi, d'Espagne. Voilà, c'est les 3 provenances les plus importantes. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire et sur lequel je voulais t'entendre, c'est effectivement comment on élève des escargots. J'ai lu qu'il y avait 3 types
d'élevage. Tu peux élever les escargots en extérieur, tu vas me dire comment on fait. Tu peux élever les escargots dans une serre où tu contrôles, j'imagine, l'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité de l'air, du sol, ce que tu veux. C'est peut-être plus facile dans une serre, tu vas m'expliquer. Et puis il y a aussi des systèmes dits mixtes. Donc je veux bien que tu me fasses la différence, les avantages, les inconvénients de ces 3 méthodes. Alors en fait, c'est exactement pareil que pour n'importe quel élevage. Donc déjà, il y a effectivement un point important, c'est que moi, je suis en bio. Donc à partir du moment où vous êtes en bio, un éleveur, systématiquement, ne fait que du plein air. Donc moi, mes escargots, je récupère les naissins, donc comme les huîtres, des naissins, c'est les bébés escargots, chez 2 producteurs de naissins qui sont à Cholet et à côté de Bourges. Je les reçois dans des petites boîtes en bois. 50 000 escargots, c'est l'équivalent d'un tout petit carton en fait. Ils font 1 millimètre de diamètre. Combien ça coûte 50 000 escargots dans cette petite boîte en bois? Alors en bio, des naissins, on compte à peu près entre 10 et 14 euros les 1000 naissins, les 1000 petits bébés. C'est tout petit, donc en fait, les seins sont rassemblés au poids, mélangés avec du terreau, mis dans des boîtes et mis à la disposition des éleveurs. À partir du moment où vous êtes en bio, on reçoit donc les naissins de producteurs de naissins bio, on les met en parc et ils ne font donc que de l'extérieur. Après, vous avez des élevages un petit peu plus intensifs où le taux de chargement au mètre carré est plus important. Donc, quand vous êtes en bio, c'est 250 escargots maximum au mètre carré dans le cahier des charges agriculture biologique. En conventionnel, vous pouvez aller jusqu'à plusieurs centaines d'escargots au mètre carré. Donc, ce taux de chargement de 250 escargots au mètre carré fait que donc on a une densité moindre, mais les escargots ne vivent qu'en extérieur. Après, il y a différents types d'élevage. Notamment, il y a 2 types de structures en fait dans les parcs à escargots. Alors ça, c'est important par rapport au type de terre. Donc, vous avez les structures dites hautes, où les escargots sont sur des structures en bois qui ressemblent un peu à des châteaux de cartes. Et puis après, il y a une structure dite basse, l'équivalent de palettes qui sont posées directement au sol. La différence, c'est la nature du sol. Donc, si vous êtes comme moi en zone humide avec des terres assez lourdes et argileuses, il vaut mieux être en structure haute. Alors, c'est assez facile à comprendre. Ça permet une aération et d'éviter des explosions bactériennes quand vous avez de l'humidité, de la chaleur, de la nourriture et des animaux en nombre important. Voilà, donc ça, c'est les 2 grosses différences que vous avez. En extérieur ou en mixte, effectivement, intérieur-extérieur, et puis après, le type de structure. La repro, c'est également un métier. On a beaucoup de producteurs de naissins qui ne font que ça. C'est un métier à part entière qui doit être en plus extrêmement fiable, puisque la plupart des éleveurs achètent leurs naissins chaque année. Alors évidemment, avoir la maîtrise sur la totalité de la chaîne de valeur d'un élevage, c'est très intéressant. Pour ça, il me faudrait du bâti, donc je ne peux pas gérer pour l'instant ma repro puisque j'ai pas d'eau, j'ai pas d'électricité pour l'instant sur mon élevage et j'ai pas le bâti pour pouvoir gérer cette partie-là de l'élevage. Magnifique, ok. J'ai pas noté d'autres questions. Est-ce que il y a des choses, des thèmes que je n'ai pas abordés? On n'a pas parlé de Sepulveda. Alors on va finir là-dessus. On s'approche du terme de cette émission, chère Déborah. Je voudrais qu'on parle un petit peu de tout ce qui est culture concernant l'escargot. L'escargot, c'est un symbole de patience dans beaucoup de cultures. Chez nos amis judéo-chrétiens, l'escargot est un symbole de paresse. Et chez notre ami Jung, l'escargot est une représentation du soi dans le rêve. Le savais-tu? Et effectivement, il y a tout un tas de symboles qui sont liés à l'escargot. Alors la paresse, elle n'est pas que négative d'ailleurs, la paresse. L'éloge de la paresse, je la fais aussi. La lenteur, donc, du coup, le corollaire, la patience. Et puis, il y a aussi la matrice maternelle. Ça, c'est quelque chose, notamment dans l'art. Léonard de Vinci s'est servi beaucoup du système hélicoïdal. Voilà, les escaliers à double révolution. Enfin, il y a énormément de symboles qui sont repris ou de représentations graphiques qui sont reprises avec l'escargot et sa coquille. Solennellement, chère Déborah, on en arrive aux 2 dernières questions. La première, tu tenais à en parler et tu as très bien fait parce que je me souvenais plus de ce bouquin. Tu voulais me parler de Luis Sepulveda qui est mort récemment, qui est mort au début de l'année, je crois, de la Covid-19. Et Sepulveda, c'est un Chilien, c'est un auteur chilien magnifique qui a écrit un bouquin fantastique que tout le monde connaît qui s'appelle Le Vieux qui lisait des romans d'amour. Et toi là, en préparant cette émission, tu m'as montré un petit livre à travers Zoom. Parle-moi de ce livre.
Alors, c'est l'histoire d'un escargot qui découvrit l'importance de la lenteur. C'est le parcours initiatique d'un escargot qui est un petit peu différent de ses congénères, qui se pose des questions que ses congénères se posent pas, qui se demande ce qu'il y a au-delà de son petit univers et de sa prairie où il mange les plantes à dents de lion. C'est un parcours initiatique où cet escargot qui au départ est un peu rejeté parce qu'il est différent et qui se pose des questions que les autres se sont jamais posées, finalement va amener les autres escargots à aller vivre ailleurs, plus en sécurité, dans un endroit où il y a peut-être une nourriture meilleure. Oui, c'est une métaphore de l'exil. Sepúlveda s'est exilé sous Pinochet. Alors, il y a l'exil, il y a aussi la différence, il y a aussi la capacité de réflexion, l'esprit critique. Et puis, il y a aussi cette notion de lenteur. Voilà, la lenteur, elle a souvent été associée à la paresse d'un point de vue négatif, alors qu'en fait, la lenteur, c'est aussi prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour, c'est aussi savoir savourer. C'est plein de choses très, très positives, la lenteur. On aurait aimé en parler avec Luis Sepúlveda et c'est bien dommage qu'il soit parti. Ça m'a vraiment fait quelque chose quand j'ai appris sa mort. On arrive au terme de cette émission. Déborah, je te pose ma question rituelle. Tu l'as sans doute entendu. Baleine sous gravillon, qu'est-ce que ce titre t'inspire, si toutefois il t'inspire quelque chose, et si c'est pas le cas, ce n'est pas grave. Ça me rassure. En fait, ça me rassure dans des sociétés où il faut continuer à se poser des questions, il faut des gens qui sont décalés, des gens qui sont un peu poètes, qui sont des esprits étonnants, qui s'étonnent aussi de tout ce qu'il y a autour de soi. Si on n'a plus ça, on devient des robots. Donc un grand merci Marc, parce que tant qu'il y a des gens comme toi, on continue à se poser des questions, on continue à s'intéresser à des choses complètement démentes et puis à s'émerveiller aussi. Parce qu'on est dans une société pas toujours très rigolote, pas toujours très, très joyeuse. Et s'émerveiller, c'est une compétence qu'on perd avec l'âge et quand on peut la garder, ça fait du bien. Alors tu me fais rougir, Déborah, je ne m'attendais pas à ce compliment. Je te demandais d'interpréter le titre de l'émission, mais évidemment je le prends. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Je te repose néanmoins ma question. Le titre en tant que tel, et qu'est-ce qu'il évoque pour toi, à part le fait de te rassurer ? La différence, et puis baleine sous gravillon, pour moi, c'est une expression. C'est-à-dire que c'est tellement gros, comment les gens peuvent pas le voir, ou c'est tellement important qu'il faut que tout le monde s'y intéresse. Voilà, c'est ça pour moi. Sur ce, je m'empresse de te dire au revoir, mais ce n'est qu'un au revoir, car si l'invitation tient toujours, je vais venir vous voir pour goûter tes recettes et visiter ce marais et saluer Hervé, Aliénor, Aramis et toi-même, Déborah. Je te remercie infiniment de ce bel esprit, de ta patience, de tout ce que tu nous as raconté. Il y avait de l'humain, il y avait du scientifique. C'est vraiment les choses comme je les aime, quoi. C'est un mélange, en fait. Salut, Déborah. Merci beaucoup, Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt. Une annonce. À partir du 30 décembre, Baleine sous gravillon sortira dorénavant une fois par semaine. Tous les mercredis, uniquement les mercredis, et non plus les mercredis et les dimanches. Concrètement, vous n'aurez plus à attendre le dimanche pour écouter la suite d'un épisode, et vous aurez désormais toute la semaine pour écouter les nouveaux épisodes de Baleine sous gravillon. Un conseil maintenant, je vous recommande chaudement d'écouter les secondes parties qui contiennent souvent la quintessence de la thématique de la semaine. La première partie étant la plupart du temps dédiée au contexte et aux généralités. Si je vous dis ça, c'est que j'ai constaté que les secondes parties sont en moyenne un tiers moins écoutées,
alors qu'elles vont en général beaucoup plus loin que les premières, dont elles sont l'aboutissement. Merci en tout cas pour votre fidélité et très bonne fête de fin d'année.